Les alliés de l'Ukraine s'apprêtent à fournir des chars lourds à Kiev. Certains annoncent déjà un nouveau paquet d'aide militaire. Ils se réunissent aujourd'hui en Allemagne. Forte mobilisation ce jeudi en France contre la réforme des retraites. 1,12 million de manifestants selon le ministère de l'Intérieur, contre 2 millions pour les syndicats. Eva Kaili, l'ancienne vice-présidente du Parlement européen, reste derrière les barreaux. Ses avocats dénoncent ses conditions de détention. Peut-être un tournant ce vendredi dans la guerre en Ukraine. Kiev pourrait recevoir des chars occidentaux, des chars lourds réclamés depuis plusieurs semaines. Une dizaine de pays se retrouvent à Ramstein, en Allemagne. D'après le gouvernement lituanien, ils vont annoncer l'accroissement de leur aide militaire. Parmi eux, la Grande-Bretagne. Nous allons continuer à donner, à entraîner et à soutenir l'Ukraine. De son côté, la Suède annonce son implication plus grande dans la guerre avec l'envoi de son système d'artillerie Archer. La tâche essentielle de notre État, de nous tous et de nos partenaires est de renforcer quotidiennement le sentiment chez l'État terroriste russe qu'il n'obtiendra rien en Ukraine. Le risque d'accident nucléaire est toujours très élevé. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique s'est rendu à Kiev. Il tient à souligner les efforts de ses agents pour éviter le drame. Reste la menace d'une guerre nucléaire. L'ancien président russe Dimitri Medvedev a posté un message menaçant sur ses réseaux sociaux. Dans une guerre conventionnelle, la défaite d'une puissance nucléaire peut provoquer le déclenchement d'une guerre nucléaire, écrit-il. Dans ses discours officiels, le régime de Moscou rejette toujours la responsabilité de la guerre sur l'Ukraine et l'Occident. Jusqu'en début de soirée, une partie des Français est descendue dans les rues contre la réforme des retraites. Les grèves ont impacté l'éducation nationale, le trafic des trains, des transports en commun et le secteur de l'énergie. Plus de 200 rassemblements en France, 1,12 million de participants selon le ministère de l'Intérieur et près du double, 2 millions, d'après les organisateurs. La mobilisation d'aujourd'hui, elle est à l'image de cette opposition massive. Je crois qu'on approche ça dépend des sondages, mais on approche les 80% de rejet, notamment parmi les plus jeunes. Et donc la mobilisation d'aujourd'hui, elle est à l'image de l'opposition des citoyens et des citoyennes de ce pays à cette réforme. Il faut effectivement remettre les choses sur la table et ça veut dire un autre partage des richesses. Il y a des moyens de financer et les services publics et la protection sociale, sauf que Macron ne veut pas en parler. Et c'est ça bien du problème. Une mobilisation intersyndicale importante qui ne fait pas vaciller le chef de l'État. Depuis le sommet franco-espagnol à Barcelone, Emmanuel Macron continue à défendre sa réforme. Qui est une réforme qui a donc été démocratiquement présentée, validée, qui est une réforme surtout juste et responsable. Le président français a dit espérer que les manifestations se feraient sans trop de désagréments et évidemment sans débordement. En fin de journée à Paris, une quarantaine de personnes a été interpellée sur les 80 000 manifestants de la capitale. L'intersyndicale a d'ores et déjà appelé à une nouvelle journée de grève le 31 janvier prochain. Emmanuel Macron et Pedro Sánchez étaient réunis ce jeudi à Barcelone pour un sommet franco-espagnol. Les deux dirigeants ont signé un traité d'amitié destiné à renforcer la coopération entre leurs deux pays dans plusieurs domaines. La défense, la justice, la politique migratoire et les communications. Des traités similaires ont déjà été signés, notamment avec l'Allemagne, mais Paris veut renforcer ses liens avec d'autres voisins européens au moment où le couple franco-allemand semble fragile. Cette rencontre se déroulait dans un contexte de contestation. Le déplacement en Espagne d'Emmanuel Macron intervenait le jour de la mobilisation en France contre la réforme des retraites. Depuis la capitale catalane, le président français a défendu une réforme validée démocratiquement par les urnes. Par ailleurs, à Barcelone, ce sont les leaders indépendantistes catalans qui ont battu le pavé. La question catalane reste sensible. Perçu comme un traître par ses détracteurs, le leader indépendantiste Oriol Junqueras, partenaire de Pedro Sánchez à Madrid, a dû quitter la manifestation sous les huées et les cris.
Eva Kaili, l'ancienne vice-présidente du Parlement européen inculpée dans un scandale de corruption, restera en prison, en détention provisoire au moins 1 mois de plus. Le juge a annoncé cette décision après une nouvelle audience au palais de justice de Bruxelles. Une déclaration contestée par ses avocats. Le parquet fédéral estime que tous les risques qui permettent un maintien en détention préventive existent. Le risque de fuite, le risque de collusion avec les tiers et le risque de destruction de preuves. Nous estimons que ces risques n'existent pas. Euronews a appris qu'Eva Kaili semblait épuisée pendant l'audience à huis clos. Elle est entrée dans la salle avec des menottes qui n'ont été retirées qu'au cours de la procédure. Après avoir parlé pendant 10 minutes, elle n'a pas pu éviter de pleurer en parlant de sa fille de 23 mois qui est gardée par son grand-père. Elle a insisté sur le fait qu'elle est innocente et n'a rien à voir avec le scandale. Son avocat grec a également déclaré qu'elle avait été soumise à des tortures la semaine dernière lors de sa détention pendant 16 heures dans une cellule de la police fédérale. Ce que Mme Kaili a vécu dans la cellule du commissariat fédéral de Bruxelles ressemble à l'époque médiévale. Elle ne pouvait même pas dormir, c'était interdit. Elle était dans le froid, ils ont pris son manteau, elle a été laissée dans une pièce froide et on lui a refusé une deuxième couverture. Et on ne lui a pas permis de se laver. Tout cela, ce sont des tortures. C'est ce que dit la Convention européenne des droits de l'homme et c'est ce que Mme Kaili m'a demandé de vous dire, très inquiète, pour que personne ne subisse la même chose. Ses avocats affirment également qu'elle paye le prix le plus élevé par rapport aux autres suspects qui pourraient sortir et préparer leur défense. Ils font référence à Pier Antonio Panzeri, qui a passé un accord avec les autorités belges et qui commencera des audiences secrètes mardi pour dévoiler des éléments substantiels de l'affaire et devrait révéler d'autres noms de personnes impliquées dans ce scandale présumé de corruption, soit comme acteurs, soit comme soudoyés. Dans le même temps, la demande de levée de l'immunité de 2 autres personnes, Marc Tarabella et Andrea Cosolino, est en cours. Les autorités belges assurent que les décisions seront prises dans le mois à venir. La police en République tchèque enquête sur des SMS qui auraient été envoyés par un général à la retraite qui n'est autre que le candidat à la présidentielle Petr Pavel. Ce dernier a devancé le milliardaire Andrej Babiš lors du premier tour de l'élection présidentielle tchèque le week-end dernier. Ces SMS disent « Merci pour votre vote au premier tour. Veuillez maintenant vous présenter à la branche la plus proche des forces armées où vous recevrez les armes nécessaires pour la mobilisation en Ukraine. » La police demande à toute personne recevant ces messages de les signaler immédiatement. On ne sait toujours pas qui envoie ces SMS ni qui les a reçus. Ces messages interviennent après que le principal adversaire de Petr Pavel, Andrej Babiš, a installé des panneaux d'affichage suggérant que la République tchèque serait entraînée dans une guerre à grande échelle avec la Russie si Petr Pavel était élu un jour. Il faut savoir que Petr Pavel est un ancien président du comité militaire de l'OTAN et qu'il a pleinement approuvé le soutien militaire et humanitaire de son pays à l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. Mais le général à la retraite a répondu à cette campagne d'information en rappelant qu'aucune guerre n'est déclenchée par des soldats, mais par des dirigeants politiques, et que ces messages sont clairement faux. Le second tour de l'élection présidentielle aura lieu les 27 et 28 janvier, et les 2 candidats l'ont dit, aucun d'entre eux n'attend un combat loyal de la part de son adversaire. L'acteur américain Alec Baldwin va être inculpé pour homicide involontaire pour un tir mortel survenu sur le tournage d'un film en 2021 au Nouveau-Mexique qui a causé la mort d'Alina Hutchins, directrice de la photographie. Ce fait divers rare avait choqué Hollywood et eu un fort retentissement déclenchant des appels à interdire les armes à feu sur les plateaux. S'il est reconnu coupable de négligence aggravée, Alec Baldwin pourrait être condamné à 5 ans de prison d'après la procureure du comté de Santa Fe. L'Italie a fait ses adieux ce jeudi à Gina Lollobrigida, diva du cinéma des années 50 et 60. Des milliers de personnes se sont rassemblées sur la Piazza del Popolo de Rome pour honorer le cercueil de l'actrice, décédée le 16 janvier à l'âge de 95 ans. Seule la famille et les proches étaient présents à la cérémonie religieuse qui s'est déroulée dans la basilique de Santa Maria in Monte Santo à Rome, surnommée l'église des artistes.
Gina Lollobrigida a inauguré à l'âge de 90 ans son étoile sur Hollywood Boulevard. Elle restera dans les mémoires pour ses films, mais aussi ses talents dans la sculpture et la photographie.